Bonjour Tom Gross. Bonjour, good morning. Vous êtes analyste de la vie publique britannique et militant pour les droits de l'homme, spécialiste du Moyen-Orient. Alors, comme dans la plupart des pays du monde, la Grande-Bretagne a connu récemment une recrudescence des crimes antisémites au cours de l'année écoulée et plus encore au cours des 10 derniers jours. Alors, ces attaques sont de plus en plus nombreuses et les auteurs sont plus jeunes que jamais. À Londres, 2 bus scolaires transportant des élèves d'une école juive ont été pris pour cible par des adolescents qui ont jeté des pierres sur les véhicules. Nous avons également reçu des rapports de tracts demandant aux sionistes de quitter le pays sous peine d'être, je cite, massacrés. Alors, Tom Gross, ma première question, la communauté juive britannique est-elle un dommage collatéral de la guerre en Grande-Bretagne ? C'est vrai que certains voudraient suggérer que c'est à cause de la guerre, mais moi je dirais qu'ils utilisent l'excuse de la guerre aux Israël pour justifier des attaques qui ont un motif purement antisémite. Pour moi, ce n'est qu'une excuse et c'est trop facile. Depuis ce matin, par exemple, il y a d'autres bombardements qui ont eu lieu dans le monde dans le cadre d'autres conflits. Par exemple, hier, un hôpital a été bombardé en Syrie. Mais comme ce sont des attaques qui sont perpétrées par des factions islamistes et musulmanes, ce n'est pas considéré comme une excuse valable, si je peux me permettre, pour générer des réactions violentes comparables à celles à l'encontre de la communauté juive. Au Soudan, en Afrique, il y a des massacres de guerre, etc. Mais pour autant, je ne vois personne attaquer les Noirs en Grande-Bretagne en utilisant la politique étrangère comme excuse. Donc non, je ne pense pas que ce soit lié à la guerre. Il y a d'autres conflits dans le monde qui ne génèrent d'ailleurs pas les mêmes conséquences. Je pense notamment à l'invasion russe en Ukraine, ce qui tend à corroborer votre hypothèse. Est-ce que cela veut dire que la communauté juive n'est plus protégée au Royaume-Uni ? Je voudrais tout de même commencer par une bonne nouvelle, si l'on peut appeler cela une bonne nouvelle. Même s'il y a eu des attaques choquantes au Royaume-Uni, en particulier celle qui a conduit la jeune écolière à l'hôpital, blessée au visage par des éclats de verre la semaine dernière, par rapport à d'autres pays d'Europe occidentale et peut-être même par rapport aux États-Unis et au Canada, il n'y a pas eu autant d'attaques violentes sur le sol britannique. En Grande-Bretagne, par exemple, il n'y a pas eu d'assassinat ou de viol motivé par des intentions antisémites. En Allemagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis et au Canada, on a pu voir ce genre de crime horrible. Pas en Grande-Bretagne jusqu'à présent. Donc je voudrais commencer par dire que malgré tout, la situation en Grande-Bretagne ne semble pas aussi grave que dans d'autres pays. Je tiens également à rappeler que malheureusement de tels actes de violence sont perpétrés depuis de nombreuses années et que c'est la raison pour laquelle les écoles juives sont sous surveillance policière au Royaume-Uni aujourd'hui. Alors évidemment, je ne veux pas dire que c'est normal et que ce ne sont pas des actes condamnables car ils le sont bien évidemment, mais je pense qu'il faut prendre du recul et tenter de ne pas trop exagérer ces actions. Cela étant dit, je voudrais dire qu'à mon avis, ces actions sont largement incitées par les pouvoirs politiques. Je me permets de revenir un instant sur les événements d'Alep que j'ai évoqués brièvement. Rien qu'hier, des avions de guerre syriens et russes ont bombardé un hôpital et des civils ont été tués, mais les médias ne relaient pas ces événements sous cet angle-là. Quand Israël bombarde des hôpitaux, les médias s'offusquent presque immédiatement des conséquences sur les civils palestiniens et crient au génocide, et ce même s'il s'agit d'informations relayées par la propagande du Hamas. C'est de ce genre d'incitation dont on parle. Insidieusement, les médias relaient une information biaisée. Et c'est là où le bas blesse, car l'histoire nous a bien appris que les médias jouent un rôle crucial dans l'incitation à la haine. Nous l'avons vu au Rwanda et en Allemagne, où le massacre de milliers de personnes a été initié par la radio dans l'Allemagne nazie. Dans les deux cas, les médias, les universitaires ont joué un rôle crucial dans l'incitation à la haine. On peut parler par exemple du rôle de la BBC au Royaume-Uni, dont l'information se doit d'être impartiale, critique et équilibrée. En réalité, quand il s'agit d'Israël, le trait est systématiquement grossi, donnant à penser qu'un seul pays sur Terre impliqué dans une guerre est capable de telles exactions. Play a very crucial role in inciting hatred. We saw it in Rwanda, where the genocide in Rwanda, 800,000 dead, was a result of the radio inciting people. In Nazi Germany, it was the media and academics who were inciting the hatred. So in Britain as well, we have the state broadcaster, the BBC, that is by law meant to be balanced, but in reality, they twist. Par association d'idées, les gens qui consomment ces médias associent Israël à une injustice. Et s'ils ne sont pas mieux informés, l'information est diffusée hors contextualisation.
La vérité, c'est que la guerre est terrible, pas seulement en Israël ou en Ukraine, mais aussi dans des pays plus éloignés comme en Afrique et en Asie. Et les actions de Tsahal, lorsqu'elles sont mises en perspective, ne sont pas si terribles. La plupart des gens ne sont pas informés de ces conflits-là. Il y a donc un effet de loupe. Je dirais donc que les médias, les politiciens, les universités et l'atmosphère globale permettent aux actions antisémites de perdurer et doivent également être mises en cause. Alors justement, vous mettez en cause la responsabilité des médias et le comportement de la BBC. La semaine dernière, on a entendu parler des syndicats de journalistes de la BBC qui ont organisé un jour en solidarité avec les Palestiniens et ont demandé à un certain nombre de leurs membres d'afficher les couleurs de la Palestine. Comment expliquer qu'un organe de presse respecté pour son travail journalistique tel que la BBC se comporte de la sorte aujourd'hui ? Il n'y a pas vraiment d'explication, justement. Malheureusement, il n'y a pas de lien entre le fait d'être stupide et celui d'avoir des préjugés. Regardez dans les universités, nous voyons des cas évidents, en particulier aux États-Unis, comme dans les universités prestigieuses comme Harvard, Columbia, MIT. Il y a aussi des propos de la sorte qui sont relayés dans les hauts lieux de l'intelligentsia britannique, comme à Londres, Oxford et Cambridge. La vraie différence, c'est qu'aujourd'hui, les pires manifestations antisémites proviennent justement des intellectuels et non des classes populaires. En fait, je dirais même qu'aujourd'hui, il n'y a pas ou peu d'antisémitisme, en tout cas médiatisé de la sorte de la part des classes populaires. Avant, ce genre de discours pouvait être attribué à des radicaux d'extrême droite, souvent provenant de la classe ouvrière. Aujourd'hui, le pire antisémitisme provient des intellectuels de gauche qui dominent à la BBC et dans d'autres universités très reconnues. Il émane également d'une partie de la population musulmane, pas tous, mais une grande partie, malheureusement qui promeut également le racisme anti-juif. Ainsi, ce n'est pas parce que quelqu'un est intelligent et respecté à la BBC, titre professeur est également intelligent et respecté, ne garantit pas que vous êtes modéré, ne garantit pas un discours impartial. Cela ne signifie pas que vous êtes exempt d'un discours incitant à la haine ou anti-juif. So that's quite concerning indeed. Well, I want to discuss with you another part. C'est ce qui devient dangereux et inquiétant. Le Parti travailliste qui est arrivé au pouvoir en juin dernier a également fait face à une restructuration en réponse aux accusations d'antisémitisme. Pensez-vous qu'aujourd'hui encore Keir Starmer, le Premier ministre britannique, prend cette menace au sérieux? Reshaping his party in that regard, and now is he taking the issue of anti-Semitic crimes raising seriously even now? Oui, je le crois. Le précédent leader du parti, Jeremy Corbyn, était vraiment un antisémite, ou du moins il permettait l'antisémitisme autour de lui, même s'il ne le disait pas lui-même. Il autorisait le négationnisme, l'antisémitisme, le soutien au terrorisme. Keir Starmer a pris la tête d'un parti travailliste et s'est montré très ferme, expulsant de nombreuses personnes, y compris Jeremy Corbyn lui-même. Keir Starmer s'est ensuite exprimé très clairement contre toute forme d'antisémitisme, que ce soit du négationnisme ou du révisionnisme. Avant les élections de juillet, il a fermement défendu Israël, par exemple, lorsque d'autres personnes appelaient un cessez-le-feu à un moment qui aurait pu profiter au Hamas, il s'y est opposé. Il s'est aussi prononcé contre l'embargo sur les armes à destination d'Israël. Il était contre l'émission des mandats d'arrêt internationaux de la Cour pénale internationale à l'encontre du Premier ministre Netanyahou. Quand il est arrivé au pouvoir, les choses ont un peu changé. Maintenant, le gouvernement britannique soutient par exemple la décision de la CPI d'inculper Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. Certains diront que jusqu'ici, il avançait un peu caché pour gagner les élections et se montre maintenant moins favorable aux Juifs d'Israël, maintenant qu'il les a remportés. Moi, je ne pense pas. Je dirais plutôt que c'est une situation compliquée pour lui, car l'antisémitisme est tel à gauche qu'il fait de son mieux. Malheureusement, il n'arrive pas à s'en débarrasser complètement. Eh bien, Tom Gross, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes analyste de la vie politique britannique et militant pour les droits de l'homme en Grande-Bretagne, spécialiste du Moyen-Orient. Merci beaucoup et à bientôt.